La pédocriminalité est un fléau en France sur lequel visiblement personne ne veut mettre la lumière. Aucun média n'ose effleurer même le sujet. Pourtant, il y a encore 2 semaines, nous apprenions que 15 000 enfants sont prostitués alors qu'ils sont sous la tutelle de l'aide sociale à l'enfance. Pourquoi ce grand tabou français? La France est-elle en effet pédolande? Comment certains réseaux venant de l'élite intellectuelle ont-ils pu prospérer? À ces questions répondra le journaliste d'investigation Karl Zéro. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler pédocriminalité, on va parler de ce grand tabou de l'ASE, on va bien entendu parler de P. Diddy aussi, et on va se rappeler les bons moments, ou peut-être des mauvais moments, avec Alain Delon. N'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur, elle est là, voilà, à la boutique, notre boutique, on l'a ouvert rien que pour vous, vous l'avez réclamé, nous avons tous les goodies pour vous. N'oubliez pas aussi de rejoindre la communauté Géopolitique Profonde. Des auteurs prestigieux écrivent chez nous, Claude Janvier, Général de Lavarde, Gérard Chevrier, Laurent Ozon, etc. Vous les aimez, vous les adorez, vous rejoignez la communauté, vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit. Voilà, vous y allez, 7 jours d'essai gratuit. Et en cadeau, l'industrie minière. Alors, je suis aujourd'hui avec Karl Zéro. Et vraiment, je suis tellement fier d'avoir Karl Zéro avec moi. Je le connais depuis mon enfance, mon adolescence. Je le regardais sur Canal+. À l'époque où Canal+, ça valait quelque chose quand même. Bonjour, cher Karl. Alors, bonjour, Mike. Quand je suis avec vous, là, franchement, il y a tellement de choses que je me remémore. Oui, c'est une partie de votre vie qui est en face de vous. Mais totalement. Mais je sais, totalement. Je sais, ça fait ça avec les gens de votre âge. Ah oui, mais ça démontre aussi que je prends aussi de l'âge et ça me rend triste. Eh ben oui, mais non, mais non. Le meilleur est à venir. Ah bon, le meilleur est à venir? Oui. Ah oui. En tout cas, moi, je suis infiniment plus heureux, par exemple, aujourd'hui, 63 ans, qu'à 43 ans, qui est votre âge. Ouais. Pourtant, à 43 ans, je suis ce qu'on appelle au top. J'ai une émission emblématique, Le Vrai Journal, j'ai 2 millions de téléspectateurs tous les dimanches, c'est la grand-messe. Je suis riche, célèbre, mais criblé d'emmerde. D'ailleurs, criblé d'emmerde. Parce que à ce niveau-là, non, si j'avais fait comme certains camarades de jeu de l'époque, de la pure merde en bar, en présentant des jeux stupides ou des bons, là, j'aurais pas été criblé d'emmerde. Mais là, j'étais criblé d'emmerde. On touchait à tout, avec plus ou moins les autorisations, généralement plutôt moins que plus. Et du coup, évidemment, en plus, la direction changeait de plus en plus. Au début, c'était la liberté parfaite, parce qu'il y avait un génie belge qui s'appelait Alain de Greff, qui était un ancien monteur de France Télévisions et que Lescure avait emporté pour gérer la chaîne, et qui était d'ailleurs infiniment plus à même de gérer la chaîne que Pierre Lescure, qui était plus mariole, on va dire. L'autre, c'était un forcené. Il était de culture un peu harakiri ou Charlie Hebdo, c'était un libertaire absolu, et donc on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Ce qui est incroyable. C'était la belle époque, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein. On ne peut plus rien faire du tout. Du tout, même. Mais du tout. D'ailleurs, moi, Mike, je ne peux tellement plus rien faire du tout que je ne le fais plus. Je ne suis même pas invité, tellement je leur fais peur. Ils me voient, ils voient le démon.
Alors qu'au contraire, c'est plutôt un suppôt du Christ qu'il devrait voir en moi. Mais c'est fou parce que vous faisiez 2 millions de téléspectateurs, ce qui est énorme sur Canal+. Mais en clair. En clair. Mais d'accord. Mais quand même, aujourd'hui, sans vouloir jeter la pierre, Monsieur Mouloud Achour fait 10 000 spectateurs. C'est quand même pas la même chose. Et vous faites plus que Monsieur Hanouna. Hanouna, bon, bah, on en parle comme un phénomène. Et vous faisiez plus, c'est bon. Surtout, sans vouloir me jeter des fleurs, mais je suis obligé de m'en jeter, j'ai inventé un genre. En plus. Qui était le mélange des genres. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des sujets sérieux, des déconnades, des interviews semi-sérieuses et semi-déconnantes avec le tutoiement. Bah oui, c'est ça. D'où ça venait, ça, le tutoiement? Parce qu'à la fin, vous disiez, est-ce que je peux vous tutoyer? Mais ça venait d'un truc tout con, c'est que j'avais repéré à Nulle part ailleurs, précédemment, j'étais fantaisiste à Nulle part ailleurs. Et j'avais repéré que Gildas, qui animait Nulle part ailleurs, hors antenne, il était avec, mettons, je sais pas, le ministre Madelin ou le ministre... Et il le tutoyait. Et à l'antenne, monsieur le ministre, vous nous avez fait le plaisir de bien vouloir venir sur ce plateau, machin. Et c'était très empoulé et très con. Et je me suis dit, moi, j'en connais aucun. Donc, ce qui est drôle, évidemment, je vais les vous voyez hors plateau, mais sur le plateau, je les tutoierais. Donc, en fait, je ne le faisais qu'à la deuxième fois où il venait. Donc, il y avait une formule rituelle. C'était maintenant qu'on se connaît, est-ce qu'on peut se tutoyer? Et ils disaient oui ou non. Il y en a qui ont toujours dit non, hein. Charles Pasqua n'a jamais voulu. Non, jamais. Je ne tutoie pas les petits cons, etc. Mais la plupart disaient oui. Après, je dis tutoyer. Et donc, quand tu tutoies, c'est beaucoup plus facile les questions parce qu'il s'y attend pas. À l'époque, en tout cas, il s'y attend pas du tout. Donc, c'est pas la même question. Oui, parce qu'en plus, les hommes politiques de l'époque avaient une plus grande envergure et étaient un peu plus intouchables qu'aujourd'hui. D'abord, c'était des hommes politiques. Ouais. Enfin, c'était la fin des hommes politiques. J'ai eu droit à certains des vrais grands. Je ne citais pas quoi, c'était vraiment un de l'ancienne époque. Et j'ai même eu certains de l'époque d'avant. Pierre Messmer. Ah ouais. Connu le général de Gaulle. C'est quand même... Et d'ailleurs, il m'a aidé, Pierre. Je voulais faire une émission spéciale gaulliste. Spécial RPR, ça s'appelait le RPR à l'époque, ce qui est devenu depuis, je ne sais même plus le nom, LR. Peu importe. C'était des gaullistes. Et alors je l'avais interrogé, je lui ai dit, je voudrais faire une spéciale et je voudrais la Boisserie, la maison de De Gaulle, pour tourner dedans, pour faire toute l'émission à l'intérieur de la Boisserie. Il me dit, pas de problème. Et là, il décroche son téléphone et il fait, allô, l'amiral? L'amiral, c'était le fils de De Gaulle. Je suis à côté de Karl Zéro. Karl Zéro, l'autre il lui fait qui? Karl Zéro, un vrai gaulliste. Ouais. Et l'autre il m'a passé la Boisserie. Ça servait, j'avais des relations. Mais comment justement on passe de ce monde-là, de ce qu'on appelle aujourd'hui le mainstream C'est même pas le mainstream, c'était à la fois mainstream et branché. Canal+, en tout cas, une sorte de système. Le top de la mort du système, en plus de la gauche caviar, de chez Caviar. Créé par Mitterrand, par les amis de Mitterrand, tout ça. On tourne le dos à ce milieu pour faire l'envers des affaires. Le magazine, l'envers des affaires. À un moment, déjà, on se pose des questions sur la vie, quand on est quelqu'un de sérieux. Donc, vers la trentaine, on commence à se dire qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je, à quoi ça sert tout ça. Et là, moi, j'ai recours à la foi. Donc, je reviens vers la religion qui était celle de mon enfance, en l'occurrence le catholicisme. Et je trouve là, quand même, une forme d'échappatoire. Parce que sinon, tu deviens dingue. Moi, par exemple, j'ai jamais pris de coke. Mais c'est vrai qu'à Canal, ils prenaient quand même pas mal de coke. Moi, j'avais une vie saine. C'est vrai qu'ils n'avaient pas une vie saine. J'étais donc un petit peu... J'étais marié, j'étais fidèle, j'étais très différent quand même des copains de là-bas. Bon. Et comment ça se passe petit à petit, en fait, quand tu fais une émission comme ça, que donc tu as des emmerdes tout le temps, à la fois tu fais des coups géniaux, parce que tu as 12 journalistes et tu es en face de rédaction qui ont 200 journalistes, qui font l'info, et tu dis, non mais attendez, nous on est le vrai journal, parce que les autres, ça suppose que les autres c'est des faux. Et quand tu dis que c'est des faux, déjà ils détestent d'office, donc tu les as en plus contre eux. Donc ma mésentente avec les médias mainstream, elle date déjà de cette époque. C'est-à-dire je suis à la fois mainstream, mais au sein du mainstream, je dénonce le mainstream. Bon, donc ça ils aiment pas trop. Et puis arrive évidemment la célèbre affaire Allègre-Baudis. Et là j'ai le choix. Donc, pour résumer très rapidement, je comprends qu'au cours des soirées orgiaques et des partous de la bonne société de Toulouse de l'époque,
qui s'envoient en l'air, j'en ai rien à foutre, qui se fassent enculer, tant mieux pour eux. Sauf qu'il y a des enfants. Et là, je ne pouvais pas imaginer à l'époque que ça existe. J'ignorais, tu vois. C'est marrant, parce que maintenant, c'est moi le défenseur des enfants. Mais j'ignorais. Et je suis tellement choqué que je me dis, il faut que j'en fasse état. Et là, évidemment, tout mon entourage me dit, en aucun cas. Même pas en rêve. Tu vas exploser en vol. Et c'est marrant, cette phrase, tu vas exploser en vol, parce que c'est la même phrase que le gendarme Michel Roussel, qui est le mec par qui l'histoire est arrivée à Toulouse, s'était entendu dire par les 2 ex-prostituées qui lui avaient raconté la réalité des dessous de cette affaire. À savoir que Patrice Allègre était certes un serial killer, mais il était aussi un fournisseur de drogue et de chair fraîche pour ces messieurs. Et il a explosé en vol. À 42 ans, il a été mis à pied. Il a élevé des poules à Rabastins, dans le Tarn. Et moi, à 45, j'ai été mis à pied. J'ai renvoyé mes 45 employés. J'ai fermé ma société du spectacle. Et je suis allé me rhabiller. Voilà comment on devient sérieux. Et voilà comment on passe, alors, presque 20 ans plus tard, en tout cas 15 ans plus tard, à un combat. Alors, il y a cet aspect, évidemment, de revanche. Parce qu'on est à une époque, là, quand je sors le truc, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de soutien possible du public, du vrai public. En réalité, le public, c'est une boîte que personne n'a chez lui, qui s'appelle Mediamat. Il y a 2000 boîtes en France, et ça dit les audiences. Mais il n'y a pas de retour direct. Il y a du courrier, parfois, il y a des enquêtes que fait la chaîne. Qui voulez-vous voir à la rentrée? Carl Zero et machin. Bon, ok. Alors, du coup, tu sais que tu re-signes une année de plus, parce que le public te réclame, mais c'est tout. Il n'y a pas... Donc quand tu te mets en porte-à-faux ou en ligne directe, comme ça, face à quelque chose qu'il ne faut pas dire, et que tout le monde te dit ne le dis pas, et que tu le dis quand même, l'opinion publique te soutiendrait bien, mais elle n'a pas de canal pour le faire savoir. Donc t'es viré. Et après, bon, bah, tu choisis ce que tu vas faire. Donc là, à ce moment-là, il y a un choix qui consiste à refuser les propositions... parce que des tas de propositions arrivent qui sont des propositions qui semblent ne pas me convenir, d'animer des jeux, je ne sais pas, d'aller faire le Fort Boyard ou la ferme des célébrités ou Dieu sait pas quoi, des trucs aberrants. Et le seul truc qui me convient, c'est de signer avec 13e rue, qui est une petite chaîne, une émission de faits divers où je vais pouvoir réexercer le métier que j'exerçais avant, celui de star de télé, qui est journaliste. Et donc, prendre des trains, des avions, des voitures, aller voir des gens à qui il est arrivé des trucs, raconter des trucs. Et je choisis, évidemment, que des affaires de pédocriminalité, enfin, en tout cas, en très grande majorité. Donc, je me spécialise d'une certaine façon. Et puis arrive l'âge de 60 ans, l'âge de la retraite. Et là, enfin, à 59, je me dis, bon, bah, maintenant, je vais m'occuper que de ça. Et je commence par 1 sur 5, puis 1 sur 5 le film, et puis au même moment, je lance le premier numéro de l'Envers des Affaires, c'était il y a 3 ans, et puis je lance carlzero.tv pour que les gens voient tous les documentaires qui existent, parce que sinon ils ne sont nulle part, concernant ce problème de pédocriminalité. Et puis je fais des bénéfices, et je me dis, ben les bénéfices, je vais les reverser à une asso que je crée, qui est un collectif d'avocats, justicepourlenfance.org, et qui, donc, on a 39 avocats sur la France, et on prend en charge, ben, les gens nous écrivent sur le site, et quand on peut faire quelque chose, on intervient. Bah, ça prouve quand même un certain courage, et je vais dire pourquoi. J'ai entendu dernièrement Madame Christine Kelly et Monsieur Geoffroy Lejeune de CNews. On leur a posé la question, mais de quoi on ne pouvait pas parler dernièrement, et les deux ont dit, ah mais on ne pouvait pas parler des effets de l'injection. Bon, très bien. Et je me suis dit, mais attendez, si vous aviez des informations sur l'injection, des informations néfastes, etc., et que vous n'en parlez pas, ça veut dire que vous êtes complice. Ça veut dire qu'en fait, vous ne voulez pas en parler parce que vous vous êtes dit, tiens, la place est bonne à CNews. Voilà. Et vous avez quand même fait le chemin totalement inverse. Ça s'appelle avoir de la conscience. C'est-à-dire que tu te dis, je garde ma place au chaud, je suis la star, je suis content, je me gave, j'ai ma brouette, je mets du pognon dedans. Mais après, quand je me regarderai le matin dans la glace, je me dirais, t'es quand même une sous-merde. C'est-à-dire, t'as couvert un truc où des gros salauds baissent des gosses. Je peux pas. Donc, je fais le choix, un choix qui peut apparaître à beaucoup stupide.
mais qui est le choix qui mène vers la liberté et qui mène vers, en réalité, une forme de bonheur. Parce que le vrai bonheur, c'est pas d'être riche et connu. Le vrai bonheur, c'est d'essayer de faire le bien autour de soi. Bah justement, ce choix, il est quand même de liberté, quand même excessivement rare aujourd'hui. Il faut le souligner. Oui, mais en même temps, pour moi, c'est ça. Enfin, dans mon esprit, quand j'étais gosse, journaliste, c'était ça. C'était si j'entends parler d'un truc, je le révèle et je suis content de le révéler parce que j'ai fait avancer le schmilblick, je fais évoluer la société. Alors, ce que j'aime aussi dans ce magazine L'envers des affaires, c'est justement cet envers. Parce que aujourd'hui, on donne une information brute, on la montre, mais on ne parle jamais de l'envers du décor. Ce qui se passe derrière, le pourquoi cette information est sortie. Or, le pourquoi, c'est le plus important. C'est l'essentiel. Pourquoi les choses arrivent à tel moment? On croirait qu'on vit dans un monde de coïncidences et de hasard. Or, le hasard n'existe pas, et les coïncidences, très rarement. Et donc, on peut se poser à chaque fois qu'il se produit quelque chose la question de savoir pourquoi ça s'est produit. Et ça vaut pour n'importe quel... prenons l'affaire Didi, Puff Daddy. Pourquoi maintenant? J'ai pas la réponse. Hein. Je pose la question. Pourquoi maintenant? Quel rapport avec l'élection? Il y a un rapport avec l'élection, c'est pas possible autrement. Quel est le rapport entre Kamala Harris et Puff Daddy? Est-ce que l'équipe Trump a un dossier qui vont sortir au dernier moment? Et pour quelle raison maintenant? Voilà, moi c'est ça que je cherche toujours. Alors on va dire, oui, t'es un fouille merde. Bah oui, je suis un fouille merde. C'est comme ça qu'on apprend des trucs. Bah justement, il n'y a plus assez de fouilles merde aujourd'hui dans le journalisme. Il n'y en a plus aucun. Ce sont des fonctionnaires, des employés, ce sont des mecs qui rentrent à 18h. Ils répondent pas au téléphone, passé 18h15. Tu leur demandes un truc, ils mettent 3 semaines à répondre. Enfin, attends, on est où? Ils sont... À quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû à leur formation? Est-ce que c'est la nouvelle génération? Leur formation, ils sont formés par des mecs qui les déforment. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive et qui est juste curieux. Curieux. Journaliste, c'est être curieux. Déjà, la plupart qui viennent là, ils sont pas curieux. Ils veulent un bon emploi. Bah, qu'ils fassent facteur, mais il faut être curieux. Ensuite, il faut être libre d'esprit, de ton, indépendant, intelligent, travailleur. Et on leur enseigne pas ça. On leur enseigne, au fond, le contraire. Voilà, la doxa, vous répétez la doxa et amen. Oui, parce que depuis au moins une dizaine, peut-être plus même, d'années, on n'a plus de grandes affaires qui sont lancées comme ça par les médias. Alors on a quelques affaires que la justice et la police donnent à certains canaux, on va dire. Bah, toujours les mêmes. Voilà, toujours les mêmes. Le Canard, Mediapart. Voilà, les deux. C'est-à-dire, soit tu couches avec la police, soit... Ou avec la justice, avec le juge. Voilà, soit tu fais de la reprise de Dépêche AFP, ou alors, un nouveau truc, tu vas regarder un peu ce qui se dit sur les réseaux, et puis tu fais un sujet pourri. Et puis sinon, tu fais de la non-info. Regarde les journaux, c'est de la non-info. Bien sûr. Mais justement, comment on fait pour produire un magazine tel que L'Envers des affaires et enquêter et aller chercher on le fait trimestriel parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens et le faire ne serait-ce que mensuel serait déjà un enfer parce que c'est une petite structure. On est à l'équilibre, mais on gagne pas d'argent. C'est difficile à faire. Alors, et comment on fait? On prend le temps. On donne du temps au temps, comme disait Mitterrand, qui fonda Canal+ en son temps. C'est à peu près le seul truc juste qu'il ait dit. On donne du temps au temps. On réfléchit, on y va, on recule, on y va, voilà, je sais pas, c'est comme un petit métier de Paris, un métier oublié, ramoneur ou vitrier, tu vois, un truc qui n'existe plus en fait. Mais l'envers des affaires aussi, là où c'est intéressant, c'est que ça regarde l'envers du pouvoir, des élites, on va dire, pas des services publics, parce que l'ASE, c'est pas vraiment un service public, mais on va dire... C'est un service public. Oui, ou un service... Oui, mais bon, c'est pas comme la Poste et tout, enfin, c'est... Ah si, attends, c'est quand même... quand il y a un problème avec un enfant en France, si tu as un problème de colis, c'est la Poste, si tu as un problème d'enfant, c'est l'ASE. Mais justement, comment on fait pour enquêter dans des endroits aussi hauts, si je puis dire, dans une forme de hiérarchie? Parce que Pipi Didi, c'est les élites. Là, on a aussi tout un papier sur, en gros, le gang du boulevard Saint-Germain, enfin les gangs de pédophiles de boulevard Saint-Germain. Ouais, sur oui, ça c'est le quartier latin des années 70-80, où tu te rends compte que
toutes les sommités intellectuelles, littéraires et journalistiques les plus en vue de l'époque participaient à au moins 2 cercles pédophiles où eh ben, ils se réunissaient, mais c'est carrément, c'est Belphégor, quoi. Ils se réunissent avec des capes et des toges bordeaux. Ils font des rituels satanico-gréco-romains et ils enfoncent un coup de papier, notamment Christophe, dans le cul des enfants. Enfin, non, mais sans Eh déconner. ben justement, quand on enquête sur ces mondes-là, l'ASE, P. Diddy, la brasserie Lip, est-ce qu'on prend pas des risques aussi? Parce que Est-ce qu'on se fait des amis? Je ne suis pas sûr. Mais si, en fait, on se fait énormément d'amis. Parce que il faut pas. Les médias prennent les gens pour des imbéciles depuis toujours. Nous, avec nos petits moyens, même si toi, tu as un beau studio, ça je reconnais. Mais nous, non, mais moi, attends, moi, je suis dans mon bureau, tu vois, chez moi, à Trouville. Bon, peu importe. Ce qui compte, c'est le fond. Et nous, on donne du fond. On dit ce qu'on a vu, on raconte ce qui est, on prend le temps d'enquêter, de travailler, on fait ce que ne font plus les journalistes, on check, on double-check, et on raconte pas de conneries. Sinon, j'ai eu 0 procès avec l'envers des affaires, c'est le 13e numéro, je suis désolé, hein. Alors après, je suis complotiste, complètement fou, cintré, je vois des réseaux partout. Je vois pas des réseaux partout. Quand il y a un réseau, je dis il y a un réseau. Après, quand j'ai dit Fourniret, il n'était pas que Fourniret, le serial killer. Tout le monde a fait, oh, il est fou, oh là là, ça va trop loin. Mais en vrai, malheureusement, maintenant, tout le monde commence à dire, oui, il a pas tort. En fait, quand tu travailles réellement, pas quand tu fais ça, mais quand tu travailles réellement, que tu sors des trucs, au début, tout le monde fait, oh là là, il va loin, mais pourquoi les autres le disent pas? Mais parce qu'il faudrait toujours regarder, que disent les autres? Moi, je m'en fous de ce que disent les autres. Je regarde, mais j'écoute pas, je m'en fous de ce qu'ils disent. Ils disent ce qu'ils veulent, de toute façon, ils disent de la merde. Globalement, ils disent de la merde. C'est très rare qu'ils sortent des trucs. Et si un mec mainstream sort un truc, je suis à genoux, le bon Dieu passe, merveilleux. Mais c'est assez rare. Ils passent leur temps à se copier, à se surveiller, ou à faire des ressucés de ce qu'il y a sur les réseaux. Et puis dans les réseaux, il y a un autre problème, alors c'est l'inverse, c'est qu'on a dans nos communautés aussi des hurluberlus qui ont un pet au casque, quoi. Ouais. Et qui écrivent n'importe quoi. Qui se sentent poussés, alors eux, des ailes d'enquêteurs, de journalistes, mais sans vraiment avoir... alors, la curiosité, ça, ils l'ont, mais alors, elle est démultipliée, elle tourne à l'hystérie. Et donc, ils échafaudent des trucs étranges, et finalement, ils tuent les causes qui sont censées aider à faire avancer. En tout cas, dans la lutte contre la pédocriminalité, je lis des trucs de temps en temps, je relais pas, Par exemple, je rentre pas dans les... Mais ils veulent tellement prouver qu'ils sont purs. Hein. Non, mais enfin, je sais pas, oui, qu'ils sont purs, il faut s'intéresser à un tel parce que... Et ils en font trop, quoi. Ils en font tellement trop que ça décrédibilise totalement aux yeux des gens qui se disent, oui, mais peut-être ils vont un peu loin. Oui, ces mecs-là, ils vont un peu loin. Et alors, comme ils vont trop loin, nous, derrière, c'est nous qui prenons. En vrai. Justement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce phénomène qu'avait avec Zoé Sagan qui dénonçait des choses, et puis en fin de compte, ça dénonçait pas trop c'était... Alors, j'ai jamais compris si c'était un truc qui était manœuvré en sous-main par l'Élysée, par Dieu sait quelle officine occulte. C'est très mystérieux. Donc c'était, j'appelais ça, et attendez-vous à voir la compote de poire. Donc tous les jours, et attendez-vous à voir à 22h, je montre un truc énorme qui va changer la face du monde. À 22h, tu te branchais, il disait, non, finalement, ça sera à 23h, puis à 23h, il disait, je suis couché. Et le lendemain, un nouveau scoop, le lendemain, bon. En fait, c'était une machine pour auto-glorifier un mec qui avait compris que en faisant une espèce de... Je pense, oui, pour essayer... D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'il fait maintenant, il a un truc... Alors, je suis allé voir, c'est 8 €, mais il n'y a rien. Alors, j'ai pas compris. Oh, c'est gentil, on m'a donné un café. Voilà, beau, voilà. Vous avez vu comme on est chez nous, on donne des cafés, de l'eau. Un petit sucre, papa. Donne un petit sucre, là. Oh, non, mais attends. Écoute, moi j'ai eu l'impression qu'il avait compris que si tu lis déjà l'anglais, l'américain, ou que tu as un bon
un bon DeepL ou un truc qui traduit rapidement, une IA qui traduit, tu as déjà plein d'infos que tu peux publier très vite, bon, tac, tac. Après, il s'est accoquiné avec différents personnages pour sortir des trucs. Il s'est dit, tiens, Brigitte Macron, ça sent bon, on y va à fond, Brigitte Macron, Brigitte Macron. Mais en fait, que Brigitte Macron soit un homme ou pas, personnellement, je n'en ai rien à foutre. Ça n'est pas mon problème. Mon problème, il est que la relation entre une personne de 14 ans et une autre de 39 a joué dans le fait que Emmanuel Macron a pris fait et cause pour la cause des femmes, mais pas pour celle des enfants, parce qu'il est gêné par cette affaire-là. Et c'est Marlène Schiappa qui me l'a dit. J'étais allé au début de 1 sur 5, je suis allé déjeuner, j'ai été invité par Madame Schiappa en compagnie d'Omer Cellier. Nous avons expliqué nos 13 mesures phares pour que ça change, que Pédoland redevienne la France. Super, il y avait un mec qui notait. Très bonne idée. Excellent, j'adore. Ah, vous avez parfaitement raison, elle était ravie, elle disait c'est génial. Elle dit je transmets le dossier à Brigitte. À la fin du repas, nous avons des larmes dans les yeux. Et puis dans le couloir, elle me dit je vais rien transmettre du tout parce que il y a la relation. Et ça les gêne, ils sont emmerdés avec ça. Et donc, si tu veux, si on commence à taper sur les pédos, à un moment, on va leur dire, mais vous-même, c'était pas une relation pédo. Or, c'était pas une relation pédo, c'était une relation comme Mourir d'aimer, le film d'André Cayatte. Sur la chanson de Charles Aznavour. Voilà. Mais le truc, c'est que, déjà, on n'a jamais vraiment su si c'était 14-39. Parce que l'Élysée, à chaque fois, donnait un âge différent. C'est Mimi Marchand qui a présenté ça. Il avait dit, il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Il venait d'avoir 14 ans, c'est plus la même chanson, là. Ouais, c'est ça. Et l'autre, elle venait d'avoir 35 ans, ou elle allait sur ses 40 piges. C'est vrai que c'est plus ça. Mais vous savez, moi, j'étais au procès de Amandine Roy et Natacha Ray. Oui. Et l'avocat général a dit non mais la question de l'inceste n'est pas une question pour nous, ça ne nous intéresse pas. Évidemment. Mais c'est pas de l'inceste. Non, c'est pas de l'inceste. C'est de la pédophilie. On peut Ah considérer oui, que c'est de la pédophilie. À 14 ans, surtout à l'époque, on est très en dessous de l'âge légal des relations sexuelles. Bien sûr. Qui, de mémoire, devait être 16 ou 18. Mais comment expliquer justement cette omerta des grands médias et du système sur cette relation? Attends, c'est le président. Oui, mais même avant. Mais dès qu'en France. Même avant. La France même quand tu étais ministre des Finances. Ouais, mais pareil, quand tu es ministre des Finances, la France aime le pouvoir, aime les cocardes, aime le respect, aime aduler des gens qui détestent et faire semblant de les aimer et sucer la bite du moindre mec qui a le moindre pouvoir. Donc dès que le mec devient quelque chose, aux yeux de tous, il est auréolé et on va toucher à rien, surtout. C'est pas le courage qui étouffe les gens. Hein. C'est quand même la différence avec les Américains. Ah oui, ou les Anglais. Ou les Anglais, les anglo-saxons en général. Ils y vont. Franco de port. Ce qui ne les empêche pas d'être, alors, pire encore, dans l'ignominie pédophile, surtout les Anglais. Ah bon? Ouf. Ah bah oui, non mais t'as suivi les différentes affaires qui ont pu éclater en Angleterre. Ça va des Hauts-de-la-Garenne, le pensionnat de Jersey, jusqu'à Jimmy Savile, qui était un peu le Michel Drucker, qui allait quand même sauter des enfants dans les hôpitaux, des enfants malades, et même des vieillards aussi. Et ça pendant 40 ans, au vu et au su de tous. Il n'y en a pas un qui a bronché. Plus les lords anglais, il y en a eu 273 qui ont été mis en cause pour des histoires de pédophilie, plus une éducation dans leur collège. J'ai eu la chance d'aller passer 2 mois dans un collège anglais, j'ai vu ce que c'était, quoi. Dimanche, t'as un canotier, une redingote, et après, t'es fessé cul nu avec une badine. Ils ont un énorme problème. Ben justement, vous avez parlé aussi de France Pédoland. C'est ce que m'avait dit aussi d'ailleurs Omaria Cellier. Elle m'a d'ailleurs donné ces chiffres que j'ai trouvé hallucinants à l'époque. C'est que la France était 3e producteur de contenu pédopornographique au monde et 3e consommateur de contenu pédopornographique au monde. Est-ce qu'on est vraiment pédolande? Est-ce que la France est pédolande? Un enfant est violé toutes les 3 minutes en France. Tu vois, le temps qu'on parle, il y en a déjà eu combien de violés? Non mais attends. Et donc ça, il faut quand même... Il n'y a pas 36 manières. Les médias ne veulent pas en parler parce que... Pourquoi ils ne veulent pas en parler au fond? Ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont toujours peur qu'un de leurs supérieurs, c'est toujours la peur. Ils regardent à droite et à gauche tout le temps. Alors là, ils regardent au-dessus. Est-ce qu'un de mes supérieurs ne serait pas un pédo?
Si je commence à dire, tiens, j'ai une super... t'es en conférence de rédac, ouais, on pourrait faire un sujet sur, tiens, l'ASE du Nord, parce que franchement, ce qui s'est passé là, c'est pas beau, et encore, c'est... Enfin, si maintenant, un deuxième volet est en train de s'ouvrir autour de viols de gamines, mais c'était de la maltraitance surtout. Mais alors, mettons un autre sujet. Mettons, dans une conférence de rédac, tiens, Carl Zéro a interviewé Marc Dutroux. On pourrait quand même relayer cette info. C'est intéressant ce que raconte Dutroux. Il raconte qu'il y avait un réseau de commanditaires et tout. Mais jamais même il ouvrira son bec, le mec, parce qu'il sait que son rédac-chef va dire « Ouh là là, mais on ne sait pas si l'actionnaire, ou si machin, ou si truc, et qui y avait dedans. » Et donc, à chaque fois, hop, omerta, autocensure, silence poli. Donc le truc perdure. Mais là où j'ai tendance à dire maintenant, depuis peu, mais depuis 6 mois, je me rends compte qu'en fait, on est en train de gagner. On a gagné parce qu'on a tout le monde avec nous. Donc, à partir du moment où tu as vraiment les Français avec toi, les autres, bon, ils sont en place, ils font les marioles, on les regarde, ils nous font bien rire, ils sont gentils. Enfin non, ils nous faisaient rire du temps des guignols, ils nous font plus du tout rire. Ils nous font de la peine, et puis on va les dégager, et puis voilà. Et puis, à un moment, il y aura des gens sérieux, il y aura un véritable ministre chargé de l'enfance, et je ne demande pas à l'être, hein, loin de moi cette idée, j'ai pas du tout envie, mais il y aura des gens responsables qui écouteront les gens qui connaissent les dossiers dans différents domaines, moi et plein d'autres, parce que je suis absolument pas tout seul dans l'histoire. Hein. Après, j'ai une grande gueule, et puis j'ai une notoriété, et puis j'ai mis ma notoriété au service d'une cause. Donc évidemment, mais j'ai pas de velléité de carrière. Moi, ma carrière, elle est faite, je l'ai déjà dit 100 fois, mais tu vois... Je suis plus là pour faire carrière, je suis là pour dire ce que je pense sur un domaine que je connais et sur quelque chose qui me choque véritablement, qui me... si tu veux, j'ai envie de distribuer des marrons, quoi, tu vois. C'est sûr. Voilà. Alors, l'envers des affaires de ce mois-ci, c'est sur l'ASE. L'ASE, moi, c'est quelque chose que je connaissais pas trop il y a encore un an de cela. Et puis, j'ai interviewé nombre de parents victimes de placements abusifs, enfin, des enfants qui sont placés, d'enfants. J'ai aussi interrogé des enfants de l'ASE. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Tu as découvert un système. J'ai découvert un vrai système. Par exemple, j'ai découvert avec un jeune de 14 ans qu'il était placé dans un hôtel de clandestins. Et au lieu d'être, je sais pas, soit dans une famille d'accueil, soit, je sais pas moi, dans une structure d'État, en hôtel dans un clandestin, qui n'avait pas droit à l'école, qui n'avait pas d'éducateur, qu'il était quasiment laissé à l'abandon, qui mangeait pas des fois, qu'il était même victime d'abus. J'ai découvert vraiment un monde, quoi. Il y a 1 an et demi, 2 ans, si j'ai bonne mémoire, on avait fait une enquête dans le journal. C'était sur le jeune Anthony Lambert, qui avait été placé par l'ASE dans un camping, en hiver, où il était seul. Et il est mort, dans des circonstances pas élucidées. Il y a une vidéo où on le voit courir tout nu dans les vignes. Visiblement, il est poursuivi, sans doute par d'autres jeunes, ou Dieu sait qu'est-ce qui s'est passé, puis on l'a retrouvé mort et tout nu. Et puis l'affaire a été classée. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Il avait 17 ans. Et puis, il y a eu depuis plusieurs petites qui sont mortes comme ça, qui se sont suicidées dans des hôtels où elles avaient été placées. Et puis, il y a le chiffre que tu as cité au départ, 15 000 enfants qui dépendent de l'ASE se prostituent. Et puis, il y a cette affaire de Châteauroux. Et puis, tous les jours, maintenant, il y a une nouvelle affaire qui concerne une ou l'autre des ASE. Le système est mort. Il est voleur en plus, parce que ça rapporte quand même 10 milliards par an. Enfin, ça leur rapporte 10 milliards par an, et ça nous coûte 10 milliards par an. Pourquoi ? Parce que ces enfants sont placés par l'intermédiaire d'associations qui sont agréées par les ASE et qui perçoivent entre 2 000 et 10 000 euros par gosse. Donc, par mois ? Oui. Donc c'est monstrueux. C'est pour ça que ça fait 10 milliards d'euros à la fin. Et tout ça avec absolument aucune transparence. Et on place les gosses en dépit du bon sens, et surtout, comme la bête a besoin de se nourrir, on en place, il y en a 330 000 de placés. 80% d'entre eux n'ont rien à faire là. C'est-à-dire que sur un simple signalement d'un voisin et qui connaît rien à l'histoire, on va placer un gosse. Alors évidemment, en plus, c'est facile de se décharger après en disant « Ah oui, mais on craignait qu'il ne soit violé ». On va dire ça part d'un bon sentiment. Mais en vrai, l'enfant qui est violé,
Par exemple, dans le cas de l'affaire de Madame Sadoc, que j'ai interviewé dans le Dalila, journal. dans le journal d'ailleurs. Dalila, que tu connais. Oui, parce que la vidéo qu'il y a sur le journal, c'est une de mes vidéos. Alors, Dalila, elle voit ses enfants placés chez le père prédateur. Par qui? Par les mêmes services sociaux. Donc, ces services sociaux se trompent quand il s'agit de protéger des enfants du viol. Ils vont le placer chez le violeur. Et quand il s'agit de protéger les enfants de rien, parce qu'il n'arrive rien aux enfants, juste ils se sont pointés mal coiffés à la boulangerie, la boulangère a dit « Ah, dis donc, les petits machins, ils sont mal coiffés ». Elle l'a dit à Machine, qui l'a dit à la maîtresse, qui l'a dit à l'assistante sociale, qui a fait un signalement, et que la police est arrivée et a emmené les petits et les amis dans une famille d'accueil où, aussi bien, ils vont être violés. Ou dans un foyer où l'animateur a la main leste. Ou d'autres enfants vont les violer. Enfin bon, c'est une espèce de truc de dingue. De dingue. Donc, il est temps de crier et de dire « Arrêtez vos conneries ». Alors, je regarde la caméra, attention, arrêtez vos conneries. On vous voit. Et on n'est pas content. Et je parle pas en mon nom, je parle au nom de tous les gens qui ont perdu leurs enfants de cette façon. Parce qu'un enfant, après, il faut bien imaginer que l'enfant qui est placé, tous ses repères sont écrasés d'un coup. Et donc sa vie est changée. C'est plus la même vie qu'il y aura. Et quand il sortira du traitement ASE, il sera quoi? Il les lâche à 18 ans, sans rien, à poil dans la rue, ils sont tous SDF, prostitués, drogués, machin, parce qu'ils ont tous commencé dès 12 ans. Voilà. Vous connaissez la différence entre Géopolitique Profonde et les autres médias subventionnés? Nous, on donne la parole à tout le monde, à la gauche, à la droite, aux infréquentables, aux députés européens. Et tout ça grâce à vous. Mais pour continuer ce combat pour la liberté d'expression et la pluralité d'opinion, on a besoin d'un effort de votre part. Alors merci de votre soutien, car l'union fait la force.